Aux funérailles de mon fils, sa femme m'a jeté dehors de ma propre maison. Je m'appelle Jean Dubois. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Imaginez la scène. Votre enfant vient de mourir. Vous êtes en plein deuil, et votre belle-fille vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Cessez de pleurer. Faites vos valises et sortez de ma maison, maintenant. » Elle m'a traité de fardeau inutile devant tout le monde, le jour même des obsèques de mon fils. Mais voici ce que Valérie ne savait pas. La maison dont elle me chassait, je l'ai construite de mes propres mains en 1987. L'argent dont elle pensait hériter, ces 850 000 €, avait toujours été le mien. Pendant 8 ans, elle a vécu de ma générosité tout en me traitant comme un assisté. Au lieu de me disputer, je suis simplement parti. Parfois, le silence est la plus puissante des réponses. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Je partage des histoires sur la manière de résister au manque de respect. Et croyez-moi, vous voudrez connaître la fin, car ce que Valérie a découvert 3 jours plus tard nous a appris à tous les deux que les suppositions peuvent tout vous coûter. Laissez-moi commencer par le début. Les signes étaient là depuis le commencement. J'avais simplement choisi de les ignorer. Quand mon fils Lucas est mort dans cet accident de voiture il y a 2 mois, Valérie a immédiatement pris les choses en main. Ne vous inquiétez pas pour l'organisation, Jean, m'a-t-elle dit. Je m'occupe de tout. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « Ne vous mettez pas en travers de mon chemin ». Au salon funéraire, elle a pris chaque décision. Le cercueil, les fleurs, même la musique. Quand j'ai suggéré la chanson préférée de Lucas, celle que nous écoutions en boucle lorsque nous construisions cette maison ensemble en 1987, une vieille chanson de Jean-Jacques Goldman qui parlait de famille et de racines, elle m'a coupé net. C'est beaucoup trop déprimant, a dit Valérie. Il nous faut quelque chose de plus optimiste. Je la regardais diriger l'assemblée dans sa robe noire de créateur à 300 €, donnant des instructions à tout le monde comme si elle était la metteuse en scène de cette pièce tragique. Et moi? J'étais assis dans mon vieux costume gris, celui que j'avais porté à l'enterrement de ma femme 2 ans plus tôt, me sentant totalement invisible. Le deuxième signe est apparu lors de la réception à la maison. Ma maison, techniquement, bien que Valérie l'a traitée comme la sienne depuis la mort de Lucas. Elle m'a pris à part dans la cuisine. Jean, il faut qu'on parle de votre situation. Ma situation? Vous dépendez financièrement de nous maintenant. Lucas subvenait à vos besoins, et maintenant qu'il est parti, elle a haussé les épaules. Je ne peux pas porter ce fardeau. Un fardeau. Ce mot m'a frappé plus durement que prévu. J'ai été plus que généreuse en vous laissant rester ici, a-t-elle continué. Mais cette maison est à moi maintenant. Tout est à moi. Lucas m'a tout laissé. J'ai hoché lentement la tête. Valérie a interprété ce signe de tête comme une défaite. Ce qu'elle n'a pas vu, c'était le calcul dans mes yeux. Elle n'avait aucune idée que Lucas n'avait jamais été propriétaire de cette maison. Il y avait vécu, oui. Y avait grandi, absolument. Mais la posséder? Jamais. Elle ne savait rien non plus du classeur métallique dans la cave. 4 tiroirs de dossiers financiers méticuleusement organisés, couvrant 40 ans. L'expert comptable en moi n'avait jamais rien jeté. Plus important encore, elle ne connaissait pas l'existence de la fiducie. Mais j'anticipe. Les invités aux funérailles ont vu ce que Valérie voulait qu'ils voient. Une agente immobilière brillante prenant les choses en main lors d'une crise familiale, et un vieil homme incapable de gérer ses propres affaires. Ils l'ont regardé serrer des mains et accepter les condoléances comme si elle était désormais le chef de famille. Pendant ce temps, j'étais assis en silence dans le vieux fauteuil de Lucas, celui que je lui avais offert pour son 16e anniversaire, et je l'écoutais me dépeindre comme le beau-père dépendant. Jean a du mal à s'adapter, l'ai-je entendu dire à notre voisine, Marie Durand. Le pauvre homme ne comprend rien aux finances. Lucas s'occupait de tout pour lui. Marie m'a lancé un regard de sympathie. Elle me connaissait depuis 37 ans, depuis le jour où j'avais posé la première pierre sur ce terrain. Mais même elle semblait croire à la version de la réalité de Valérie. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Valérie s'attendait à voir un veuf éploré incapable de se débrouiller seul. C'est donc ce qu'elle a vu. La vieille Citroën 2CV que je conduisais au lieu d'une voiture tape à accent grave l'œil. Les vêtements simples que je portais au lieu de costumes coûteux.
la manière discrète dont je vivais mon deuil au lieu d'en faire un spectacle. Elle a confondu l'humilité avec l'impuissance, le silence avec la faiblesse, la générosité avec le désespoir. C'était une erreur compréhensible. J'avais passé les 2 ans depuis la mort de ma femme, Monique, à vivre simplement. Pas besoin de jouer coûteux ou de symbole de statut quand on réapprend à vivre seul. Lucas comprenait ça. Il respectait mon choix de réduire mon style de vie. Mais Valérie, elle, mesurait la valeur à l'apparence, au volume, à celui qui contrôlait la conversation. Elle était sur le point d'apprendre que la personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce est celle qui n'a rien à prouver. Alors que les derniers invités partaient ce mardi soir, Valérie m'a acculé près de la porte d'entrée. Je pensais ce que j'ai dit, Jean. Cet arrangement ne fonctionne plus. J'ai regardé autour de moi le salon que j'avais peint 3 fois au fil des décennies. Le parquet en chêne que j'avais posé à la main. Les moulures que j'avais mesurées et coupées avec Lucas quand il avait 12 ans. Je comprends, ai-je dit doucement. Mais Valérie n'avait aucune idée de ce que je comprenais, et elle n'avait certainement aucune idée de ce qui allait suivre. Le mercredi matin m'a apporté clarté et café au lait à parts égales. Assis à la table de ma cuisine, celle que Monique et moi avions achetée dans un vide-grenier en 1986, j'ai fait une liste. Non pas de ce que je perdais, mais de ce que Valérie pensait gagner. La maison, 220 mètres carrés de souvenirs sur l'allée des Oliviers, dans un village provençal. Valeur marchande actuelle, selon la propre expertise immobilière de Valérie, 420 000 €. L'assurance vie, la police de Lucas par le biais de son cabinet d'ingénierie, 150 000 €. Valérie avait déjà commencé à dépenser cet argent dans sa tête. Les meubles, de l'armoire en noyer de Monique à la collection de manuels d'ingénieur de Lucas. Sans valeur pour les autres, mais inestimable pour moi. Ma dignité, en regardant Valérie parader comme si elle avait hérité d'un royaume alors qu'elle n'avait en réalité hérité de rien du tout. Mais voici ce qui me dérangeait vraiment. Ce n'était pas l'argent, ni même la maison. C'était la gomme. Valérie effaçait systématiquement toute trace de la vie que Monique et moi avions bâtie ici. Elle avait déjà mis en boîte les photos de Monique qui étaient sur la cheminée. Les dessins d'enfance de Lucas avaient disparu du réfrigérateur. Même mes vieux diplômes d'expert comptable avaient disparu du mur du bureau. Je refais la décoration, a-t-elle expliqué quand je l'ai interrogée sur les photos de Monique. Lucas a toujours dit que cet endroit avait besoin d'être modernisé. Modernisé. Comme si 40 ans de souvenirs étaient un logiciel obsolète. Elle m'a donné 30 jours. 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre avec ce qu'elle supposait être ma seule pension de retraite. 30 jours pour emballer 4 décennies et faire comme si elles n'avaient jamais existé. Le plus cruel, c'est qu'elle faisait tout cela avec une telle confiance, une telle certitude qu'elle avait toutes les cartes en main. Mardi après-midi, elle m'avait tendu un calendrier imprimé, oui, imprimé, comme si j'étais un locataire recevant un avis d'expulsion. 15 novembre, a-t-elle dit, en montrant la date entourée en rouge. Ça vous laisse le temps de trouver une gentille résidence pour seniors, un endroit plus approprié à votre situation. Votre situation. Voilà encore cette expression. J'ai déjà regardé quelques endroits, a-t-elle poursuivi, sortant des brochures comme si elle me rendait service. La résidence Les Jardins d'Automne a des disponibilités. C'est seulement 800 € par mois pour un studio. 800 € par mois. Elle s'attendait à ce que je dépense l'intégralité de ma pension de retraite pour le loyer et que je survive avec rien d'autre. Et pour la nourriture ? Ai-je demandé. Les transports, les frais médicaux ? Elle a haussé les épaules. Il existe des programmes pour les personnes dans votre situation. L'aide sociale. Le gouvernement s'occupe des personnes âgées. Le gouvernement. Comme si j'étais un cas social qui n'avait jamais rien contribué à la société. C'est là que j'ai réalisé que Valérie ne voulait pas seulement que je parte. Elle voulait que je sois reconnaissant de l'opportunité de partir. Elle voulait que je la remercie pour ces 30 jours au lieu de 0. Que j'apprécie sa générosité de ne pas appeler la gendarmerie pour me faire expulser immédiatement. Que j'accepte que c'était simplement ainsi que les choses fonctionnaient maintenant que Lucas était parti. Mais ce mercredi matin, assis avec mon café au lait et ma liste, j'ai eu une autre prise de conscience. Valérie avait fait une supposition critique, que Lucas possédait tout ce qu'elle revendiquait. Elle avait été mariée avec lui pendant 8 ans. Elle avait vécu dans cette maison pendant 8 ans.
Elle n'avait probablement jamais vu un acte de propriété, un relevé hypothécaire ou tout autre document prouvant la propriété de quoi que ce soit. Pourquoi l'aurait-elle fait? Lucas gérait les finances, tout comme sa mère et moi le lui avions appris. L'homme s'occupe de l'argent. Démodé, peut-être, mais ça fonctionnait pour nous. Sauf que Lucas n'avait jamais réellement géré mes finances. Il m'aidait à la maison, bien sûr. Apportait les courses quand j'en avais besoin. Me conduisait à mes rendez-vous chez le médecin après la mort de Monique. Mais l'argent, les investissements, la propriété, tout cela avait toujours été sous ma gestion. Valérie a vu l'aide de Lucas et a supposé une dépendance. Elle a vu ma gratitude et a supposé une obligation. Elle a vu 2 ans de deuil silencieux et a supposé une défaite. Si je ne disais rien, si je faisais simplement mes valises et me traînais jusqu'au jardin d'automne comme un bon petit senior, quel message cela enverrait-il? Que les tyrans gagnent. Que le volume l'emporte sur la vérité. Que si vous êtes assez bruyant et assez confiant, vous pouvez réécrire l'histoire et voler la vie de quelqu'un. Que le respect est facultatif quand on a affaire à des personnes âgées. Que mes 40 ans de mariage avec Monique ne signifiaient rien. Que la maison que nous avions bâtie ensemble n'était que des pierres et du bois. Que le fils que nous avions élevé ici pouvait être oublié aussi facilement que des photos retirées d'une cheminée. Les enjeux n'étaient pas seulement financiers. Ils étaient existentiels. Mais j'avais quelque chose que Valérie ignorait. Quelque chose qui allait tout changer. J'avais juste besoin de trouver le bon moment pour l'utiliser. Et ce moment approchait plus vite qu'elle ne le pensait. Jeudi matin, Valérie est entrée dans ma maison avec la clé de Lucas. Je prenais mon petit déjeuner quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Pas de coup à la porte, pas de bonjour. Elle est entrée comme si elle était propriétaire des lieux, ce qui, dans son esprit, était le cas. « Jean, il faut qu'on parle », a-t-elle annoncé, entrant dans la cuisine avec un dossier cartonné sous le bras. « À propos de quoi ? » ? « De vos finances. » Elle s'est assise en face de moi sans y être invitée. « J'ai réfléchi à votre situation, et j'ai besoin de comprendre exactement ce que Lucas couvrait pour vous. » J'ai pris une gorgée de café au lait. Comme les charges, la taxe foncière, l'assurance. Elle a ouvert son dossier et a sorti un bloc-notes couvert de son écriture. Lucas ne m'a jamais donné les montants exacts, mais je dois les connaître pour pouvoir établir un budget correct. Un budget pour quoi? Pour prendre le relais de ses paiements, évidemment. Elle m'a regardé comme si j'étais lent d'esprit. Jusqu'à ce que vous déménagiez, je devrais couvrir tout ce que Lucas couvrait pour vous. J'ai posé ma tasse de café. Et que pensez-vous exactement que Lucas couvrait? Tout. La maison n'a pas de crédit, mais les impôts, l'électricité. Vous avez une pension fixe, Jean. La retraite ne va pas si loin. C'est ce que Lucas vous a dit? Le stylo de Valérie s'est arrêté de bouger. Que voulez-vous dire? Je veux dire, est-ce que Lucas vous a spécifiquement dit qu'il payait mes factures? Il n'avait pas besoin de me le dire. C'est évident. Elle a fait un geste vers la cuisine. Comment pourriez-vous vous permettre de vivre ici autrement? Cette maison vaut plus de 400 000 €. Et comment savez-vous ce qu'elle vaut? Je suis agente immobilière, Jean. Je connais la valeur des propriétés dans ce village. Mais vous n'avez jamais vu l'acte de propriété. La question est restée en suspens, comme de la fumée dans l'air. L'expression confiante de Valérie a vacillé un instant. Je n'ai pas besoin de voir l'acte de propriété. Lucas a hérité de cette maison à la mort de votre femme. Vraiment? Bien sûr qu'il en a hérité. Qui d'autre l'aurait eu? Je me suis levé lentement et je me suis dirigé vers l'évier, rinçant ma tasse de café avec un soin délibéré. Vous savez, Valérie, vous avez fait beaucoup de suppositions sur mes finances. Ce ne sont pas des suppositions. Ce sont des faits. Vraiment? Quels autres faits avez-vous? Elle a consulté son bloc-notes. Lucas m'a dit que vous n'aviez jamais contribué d'un centime à cette maison. Je me suis retourné. C'est ce que Lucas vous a dit? Oui. Intéressant. Parce que j'ai construit cette maison en 1987, j'ai payé le terrain comptant, engagé les artisans, supervisé chaque jour de la construction. Le visage de Valérie s'est crispé. C'était il y a 37 ans. Les choses changent. Certaines choses, oui.
pas la propriété. Écoutez, Jean, je sais que c'est difficile pour vous. Perdre Lucas, devoir affronter la réalité de votre situation financière. Mais le déni n'aidera pas. Quel déni? Prétendre que vous ne dépendez pas de la charité familiale. Le mot « charité » a atterri comme une gifle. J'ai séché mes mains sur le torchon, en prenant mon temps. Valérie, laissez-moi vous poser une question. Quoi? En 8 ans de mariage, Lucas vous a-t-il déjà montré une facture de la maison? Nous gardions nos finances séparées. A-t-il déjà mentionné le paiement de la taxe foncière? Nous ne discutions pas de chaque détail de ses dépenses. L'avez-vous déjà vu signer un chèque au trésor public? Son silence était une réponse suffisante. Voici ce que je pense qu'il s'est passé, ai-je dit en m'appuyant contre le comptoir. Lucas m'aidait à la maison, faisait les courses, s'occupait un peu du jardin, et vous avez supposé que cela signifiait qu'il me soutenait financièrement. Parce que c'est ce à quoi ça ressemblait. Les apparences peuvent être trompeuses. Valérie s'est levée, clairement frustrée. Très bien. Montrez-moi l'acte de propriété. Prouvez-moi que vous possédez cette maison. Je n'ai rien à vous prouver. Si, vous le devez. Parce que je suis la veuve de Lucas et que j'ai tout hérité. Vraiment? Arrêtez de répondre aux questions par des questions. Arrêtez de faire des suppositions. Nous nous sommes regardés fixement à travers la cuisine. La mâchoire de Valérie était serrée, son calme d'agente immobilière se fissurait. Vous avez jusqu'au 15 novembre, a-t-elle finalement dit. Après ça, je change les serrures. Nous verrons bien. Elle a rassemblé ses papiers et s'est dirigée vers la porte. Nous verrons bien quoi. Mais j'ai juste souri et j'ai commencé à charger le lave-vaisselle. Certaines conversations sont mieux terminées en présence d'avocats. Vendredi après-midi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis descendu à la cave. La cave avait toujours été mon sanctuaire. Monique avait l'habitude de plaisanter en disant que j'étais comme un écureuil là-dessous, stockant chaque document et reçu comme s'il s'agissait de glands pour l'hiver. On ne sait jamais quand on aura besoin d'une preuve de quelque chose, lui disais-je. Elle levait les yeux au ciel et me rappelait que les gens normaux ne gardaient pas 40 ans de relevé bancaire. Mais je n'étais pas une personne normale. J'étais un expert comptable qui avait appris très tôt que les traces écrites racontent des histoires, et que les histoires vous protègent lorsque les souvenirs font défaut ou que les gens mentent. Le classeur métallique était exactement là où je l'avais laissé. 4 tiroirs d'une organisation méticuleuse. Chaque tiroir étiqueté par décennie. Chaque dossier étiqueté par catégorie. Chaque document classé chronologiquement. C'était beau à sa manière. J'ai d'abord ouvert le tiroir du bas. Année 1980, la décennie qui a tout changé. À l'intérieur, j'ai trouvé le dossier que je cherchais. Immobilier, 4 allées des Oliviers. Oui, numéro 4. Le numéro de la maison que Valérie pensait maintenant posséder. Le premier document était l'accord d'achat initial du terrain, 12 mars 1987. Jean Dubois, acheteur. 43 000 francs pour le terrain. Le deuxième document était le contrat de construction. 78 000 francs pour une maison de style provençal. Le troisième document était le plus important. L'acte de propriété original, enregistré le 15 mars 1987. Propriétaire, Jean Dubois. Pas de cosignataire, pas de copropriété, pas d'hypothèque. J'avais tout payé comptant. Valérie n'en avait aucune idée, bien sûr. Elle avait 4 ans en 1987, apprenant probablement à faire ses lacets pendant que j'apprenais à lire des plans. Mais il y avait plus dans ce dossier. Beaucoup plus. Police d'assurance, quittance de taxes foncières, contrat de raccordement au service public, tous à mon nom, tous payés par moi, prouvant tous une propriété continue depuis 37 ans. Le nom de Lucas n'apparaissait sur aucun de ces documents. J'ai sorti le deuxième tiroir. Année 1990, encore la même chose. Taxes foncières payées annuellement par Jean Dubois. Prime d'assurance payée trimestriellement par Jean Dubois. Même les reçus du paysagiste étaient à mon nom. Le tiroir des années 2000 racontait la même histoire, ainsi que celui des années 2010 et le dossier le plus récent de 2024. Mais la vraie surprise se trouvait tout au fond du tiroir du bas,
dans un dossier intitulé « Documents de la fiducie, privé ». C'était le dossier dont Valérie ne connaissait absolument pas l'existence. À l'intérieur se trouvaient des papiers qui allaient tout changer. Des documents qui racontaient une histoire qu'elle ne pouvait pas imaginer. Le premier papier était un accord de fiducie daté du 15 juin 1985, avant même la naissance de Lucas. La fiducie familiale Jean et Monique Dubois. Le deuxième papier était un relevé bancaire du Crédit Agricole. Solde actuel au 31 octobre 2024, 853 412 €. Le troisième papier était une liste des bénéficiaires de la fiducie. Le nom de Lucas y figurait, oui, mais pas en tant qu'héritier. En tant que bénéficiaire de son vivant, avec des termes et conditions spécifiques. Des termes et conditions que Valérie n'avait jamais pris la peine de demander. La fiducie était compliquée, comme le sont toujours ces choses. Mais la structure de base était simple. Monique et moi étions les fiduciaires originaux. Après la mort de Monique, je suis devenu le seul fiduciaire. Lucas recevait des allocations mensuelles pour ses études, une aide au logement et un soutien familial. Mais la propriété, elle, restait toujours entre les mains de la fiducie, ce qui signifiait qu'elle restait entre les miennes. Lucas avait vécu confortablement parce que je m'assurais qu'il vive confortablement. Le diplôme d'ingénieur que j'ai aidé à payer, le mariage que j'ai aidé à financer, les divers investissements et opportunités qui se sont présentés à lui. Tout cela provenait de cette fiducie. Tout cela restait sous mon contrôle. Valérie a vu le style de vie confortable de Lucas et a supposé qu'il était riche par ses propres moyens. Elle a vu sa générosité envers moi et a supposé qu'elle provenait de ses propres revenus. Elle n'a jamais imaginé que l'argent qui circulait de Lucas à moi était en fait mon propre argent qui revenait à la maison. C'est drôle comment les suppositions fonctionnent. Vous voyez ce qui correspond à vos attentes et ignorez ce qui ne correspond pas. Valérie s'attendait à ce que les jeunes couples qui réussissent soutiennent leurs parents vieillissants. Donc, quand elle a vu Lucas m'aider, elle a supposé une dépendance. Elle n'a jamais envisagé la possibilité que ce soit moi qui l'aidais. Mais il y avait un dernier document dans ce dossier, celui qui compterait le plus le moment venu de dire la vérité. La police d'assurance vie de Lucas. 150 000 €, exactement comme Valérie l'avait dit. Mais le bénéficiaire n'était pas Valérie. Le bénéficiaire était la fiducie familiale Jean et Monique Dubois, ce qui signifiait que le bénéficiaire, c'était moi. Valérie avait dépensé de l'argent qui n'avait jamais été le sien, faisait des plans avec des ressources qui appartenaient à quelqu'un d'autre, construisait un avenir sur des fondations qui n'existaient pas. J'ai refermé le classeur et je suis remonté. Dans la cuisine, je me suis préparé un sandwich au jambon fromage et j'ai réfléchi au timing. Valérie m'avait donné jusqu'au 15 novembre pour déménager. Nous étions le 1er novembre. Cela me donnait exactement 2 semaines pour décider comment gérer cette situation. Je pouvais l'appeler tout de suite, lui expliquer la vérité, lui montrer les documents, regarder son monde s'effondrer en temps réel. Ou je pouvais attendre. La laisser continuer à faire des suppositions. La laisser creuser le trou plus profondément. La laisser apprendre la leçon à la dure. En mangeant mon sandwich, je me suis souvenu de quelque chose que mon vieil associé disait, « Jean, parfois, la meilleure stratégie de négociation est de laisser l'autre partie s'enfermer elle-même dans un coin. » Valérie était définitivement en train de s'enfermer dans un coin. La question était, jusqu'à quelle profondeur voulais-je la laisser creuser avant de l'arrêter? J'ai regardé la cuisine que j'avais conçue il y a 37 ans. Les armoires que j'avais choisies, les plans de travail que j'avais installés, les fenêtres que j'avais mesurées et commandées. Ma maison, ma fiducie, mon choix. Valérie était sur le point d'apprendre que le respect n'est pas négociable. Mais d'abord, elle devait finir de creuser. Dimanche matin a révélé le pire de Valérie. Je me préparais pour aller à la messe quand elle est arrivée avec 3 de ses amies agentes immobilières. Elle les avait invités pour ce qu'elle appelait une consultation sur le potentiel de la maison. Je les ai entendus avant de les voir. La voix de Valérie résonnait à travers la porte d'entrée. Cet endroit a une structure incroyable, mais la décoration est tellement démodée. Le style classique des personnes âgées, vous voyez. Elles ont traversé ma maison comme si elle était déjà la leur. Oh mon Dieu, Valérie, ces moulures sont magnifiques, a dit une femme blonde avec des bottes coûteuses. D'origine. De 1987, a répondu Valérie. Jean a construit cet endroit, mais il n'a aucun œil pour le design moderne.
Regardez ce papier peint et ces meubles. C'est comme un musée. Je me tenais en haut des escaliers, les écoutant cataloguer l'œuvre de ma vie comme s'il s'agissait d'un vide-grenier. La structure est vraiment là, a dit une autre femme. Mais tu devras refaire toute la cuisine. Ces placards sont tellement années 80. C'est déjà prévu, a dit Valérie. Jean déménagera bientôt dans une résidence pour seniors, donc j'aurai le contrôle total sur les rénovations. Le contrôle total sur ma cuisine. Celle que Monique et moi avions planifiée ensemble pendant 6 mois. Je suis descendu, vêtu de mes habits du dimanche. 3 femmes que je n'avais jamais rencontrées se tenaient dans mon salon, prenant des photos. Jean. La voix de Valérie était artificiellement enjouée. Timing parfait. Je veux que tu rencontres quelques collègues. Elle les a présentés comme si j'étais une curiosité. Voici Jean, le père de Lucas. C'est le propriétaire d'origine, mais il est en transition vers une situation de vie plus adaptée. En transition, comme si j'étais un changement de carrière. Monsieur Dubois, a dit la blonde, votre maison a tellement de caractère. Vous devez y avoir mis beaucoup de travail. Un peu, ai-je dit. Valérie nous dit que vous déménagez au jardin d'automne. C'est un établissement si agréable. J'ai regardé Valérie. C'est ce que je fais? Nous en avons discuté, Jean. Le 15 novembre, vous vous souvenez? Je me souviens que vous en avez discuté. Un silence inconfortable s'est installé dans le groupe. Les agentes immobilières ont échangé des regards. Eh bien, a dit la blonde, nous devrions probablement vous laisser aller à la messe. En fait, a dit Valérie, Jean, pendant que tout le monde est là, peut-être pourriez-vous leur parler des problèmes d'entretien. La fuite du toit, les problèmes de chaudière. Il n'y avait pas de fuite de toit. La chaudière avait 2 ans. Je ne suis au courant d'aucun problème d'entretien, ai-je dit prudemment. Jean, vous savez que le robinet de la salle de bain dû au goutte et que la cave est humide au printemps. Le robinet avait besoin d'un joint à 50 centimes. La cave était sèche depuis 20 ans. Le sourire de Valérie s'est crispé. Jean est très attaché à cet endroit. Parfois, il ne voit pas les problèmes qui sont évidents pour les autres. Des problèmes comme quoi? Ai-je demandé. Comme le fait que vous n'avez plus les moyens d'entretenir une maison de cette taille. La pièce est devenue silencieuse. Même les agentes immobilières semblaient mal à l'aise. Pas les moyens? Ai-je demandé. Jean, nous avons déjà parlé de ça. Votre pension de retraite couvre à peine vos frais de subsistance de base. Et vous savez ça comment? Parce que je ne suis pas aveugle. Vous conduisez une 2CV de 15 ans d'âge. Vous faites vos courses avec des coupons de réduction. Vous n'avez rien modernisé dans cette maison depuis les années Mitterrand. Une des agentes s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous reporter cette visite. Non, c'est bon, a dit Valérie. J'en comprends la situation. Il a eu 2 ans pour s'adapter à la réalité depuis la mort de Monique. Quelle réalité est-ce? Ai-je demandé. Que vous êtes un homme de 70 ans avec une pension fixe qui ne peut plus gérer une maison de 220 mètres carrés. 70, 68, peu importe. L'important c'est que vous faites des suppositions sur mes finances. Ce ne sont pas des suppositions, Jean. Ce sont des observations. Des observations sur quoi? Sur le fait que vous vivez de la générosité de Lucas depuis 2 ans, et maintenant que Lucas est parti, vous devez faire face à la réalité. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme du gaz lacrymogène. Les 3 agentes immobilières cherchaient activement une sortie. La générosité de Lucas, ai-je répété. Oui. Lucas payait votre taxe foncière. Lucas couvrait vos factures d'électricité. Lucas s'assurait que vous aviez des provisions et des soins médicaux. Vraiment? Vous savez qu'il le faisait. Et vous le savez parce que j'étais sa femme. Je le voyais signer les chèques. Quel chèque? Le visage de Valérie a rougi. Les chèques pour vos dépenses. L'avez-vous vu signer des chèques au trésor public pour la taxe foncière? Il gérait ça en ligne. L'avez-vous vu payer ma facture d'électricité? Il transférait de l'argent sur votre compte. Avez-vous déjà vu des relevés bancaires montrant ces transferts? Nous gardions nos finances séparées.
Donc, vous n'avez jamais réellement vu aucun de ces paiements. L'agente blonde s'est avancée. Vous savez quoi, Valérie? On dirait une discussion de famille. Peut-être devrions-nous vous laisser un peu d'intimité. Non, a dit Valérie sèchement. Cela doit être dit. Jean, vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le déni de votre situation financière. Quel déni? Le déni que vous êtes autre chose qu'un fardeau. Le mot a résonné dans la pièce. Même Valérie semblait surprise de l'avoir dit à voix haute. Un fardeau, ai-je dit doucement. Je suis désolé, mais oui, vous êtes un fardeau. Vous l'êtes depuis la mort de Monique. Lucas était trop gentil pour le dire, mais quelqu'un doit le faire. Trop gentil pour dire quoi? Que vous soutenir le mettait sur la paille. Sur la paille? Oui, rien que la taxe foncière s'élève à 3 000 € par an. Ajoutez les charges, l'entretien, vos frais médicaux. Elle était lancée maintenant, laissant éclater 2 mois de frustration. Lucas a dépensé 15 000 € l'année dernière pour vous maintenir à flot. 15 000 € au moins. Et maintenant il est parti et je suis censé reprendre ce fardeau. J'ai ma propre vie à laquelle penser. Les agentes immobilières se rapprochaient de la porte. Donc, vous me mettez dehors, ai-je dit. Je vous donne un mois pour trouver un logement approprié. C'est plus généreux que la plupart des gens ne le seraient. Généreux. Oui, généreux. Parce que franchement, Jean, vous n'avez jamais rien contribué à la réussite de Lucas. Il a construit sa propre vie, gagné son propre argent, acheté sa propre maison. Cette maison? Oui, cette maison. Lucas l'a hérité de Monique. Et maintenant Jean hérite de Lucas. C'est comme ça que fonctionne l'héritage. J'ai hoché lentement la tête. Je vois. Bien. Enfin. Valérie. Quoi? Vous devriez peut-être vérifier vos faits avant de faire de telles déclarations devant des témoins. Elle a ri. Quel fait, Jean? Je suis une professionnelle de l'immobilier. Je sais comment fonctionne la propriété foncière. Vraiment? Mieux que vous, apparemment. J'ai regardé les 3 femmes près de la porte. Elle assistait à quelque chose pour lequel elle n'avait certainement pas signé. Mesdames, ai-je dit, vous devriez peut-être demander à Valérie de vous montrer l'acte de propriété de cette maison avant de commencer à planifier des rénovations. Le visage de Valérie est devenu blanc. Jean, ne quoi? Ne pas dire la vérité? Mais j'en avais assez dit. Parfois, la meilleure vengeance est de laisser les gens se pendre avec leurs propres mots. Profitez de votre visite, ai-je dit, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. J'avais un avocat à appeler. Lundi matin, j'étais assis dans le bureau de Maître Anne Gauthier avec 3 dossiers cartonnés sur le bureau en acajou entre nous. Maître Anne Gauthier, aucun lien de parenté avec ma défunte épouse, juste une autre de ces petites coïncidences de la vie, s'occupait de mes affaires juridiques depuis 20 ans. Elle savait exactement ce que contenaient ces dossiers. Jean, dit-elle en ajustant ses lunettes de lecture. Je dois vous demander. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? J'en suis sûr. Parce qu'une fois ce processus enclenché, il n'y aura pas de retour en arrière. Valérie saura tout. Bien. Maître Gauthier a ouvert le premier dossier. Passons en revue ce que nous avons. L'acte de propriété original du 4 allée des Oliviers était sur le dessus. Jean Dubois, unique propriétaire, enregistré le 15 mars 1987. Pas de cosignataire, a noté Maître Gauthier. Pas de copropriété, pas d'hypothèque. Vous avez payé le terrain et la construction comptant. Correct. Elle a ouvert le deuxième dossier. Relevé de taxes foncières sur 37 ans, tous payés par vous depuis vos comptes. Correct. Police d'assurance, facture de service public, contrat d'entretien, tous à votre nom. Correct. Elle a ouvert le troisième dossier. Et voici le plus important. La fiducie familiale Jean et Monique Dubois. Les documents de la fiducie étaient épais, complexes, pleins d'un langage juridique qui a mis des années à être élaboré et des décennies à être financé. Solde actuel? A demandé Maître Gauthier, bien qu'elle le sache déjà. 853 412 € à la date de vendredi dernier. Et le statut de Lucas dans la fiducie? Bénéficiaire de son vivant.
Jamais fiduciaire, jamais propriétaire. Maître Gauthier s'est adossé à son fauteuil en cuir. Jean, c'est un patrimoine conséquent. Valérie n'en avait aucune idée. Aucune. Et Lucas ne lui a jamais parlé de la structure de la fiducie? Lucas était un bon fils, mais il n'était pas très axé sur les détails financiers. Il savait que je l'aidais quand il en avait besoin. Il n'a probablement jamais pensé à expliquer d'où venait l'argent. Donc, Valérie a supposé que c'était Lucas qui vous soutenait, et non l'inverse. Maître Gauthier a secoué la tête. C'est compréhensible, je suppose. Les jeunes couples n'ont généralement pas une fiducie de cette taille pour les soutenir. L'ironie est magnifique, ai-je dit. Valérie me met dehors de ma propre maison, en utilisant mon propre argent pour me menacer. Comment ça? L'assurance vie de Lucas, 150 000 €. Elle fait des plans avec cet argent depuis 2 mois. Mais le bénéficiaire est la fiducie, ce qui signifie que le bénéficiaire, c'est vous. Maître Gauthier a sorti une calculatrice. Alors, laissez-moi être sûr de bien comprendre. Valérie pense qu'elle a hérité d'une maison de 420 000 € et de 150 000 € d'assurance vie. C'est exact. Mais en réalité, elle n'a rien hérité. La maison vous appartient, et l'argent de l'assurance va à votre fiducie. C'est exact. Et elle vous traite comme un cas social tout en prévoyant de dépenser près de 600 000 € qui ne lui ont jamais appartenu. C'est exact. Maître Gauthier est resté silencieux un moment, analysant la situation. Jean, je dois vous demander, pourquoi avez-vous laissé cela durer pendant 2 mois? Pourquoi ne l'avez-vous pas corrigé immédiatement? J'ai repensé à cette scène du dimanche matin, Valérie me traitant de fardeau devant des étrangères, la cruauté désinvolte de la chose. Parce que je voulais voir jusqu'où elle irait. Et elle est allée assez loin. Maître Gauthier a hoché la tête. Que voulez-vous faire maintenant? Je veux établir des limites claires. Des limites légales? Toutes sortes de limites. Elle a sorti un bloc-notes. Parlez-moi. Premièrement, je veux que la demande d'indemnisation de l'assurance soit traitée immédiatement. L'argent appartient à la fiducie, pas à Valérie. Fait. C'est simple. Deuxièmement, je veux que Valérie reçoive une notification formelle qu'elle est locataire dans ma maison, pas propriétaire. Également simple. Quel préavis? 30 jours. Le même délai qu'elle m'a donné. Maître Gauthier a souri légèrement. Justice poétique. Troisièmement, je veux qu'elle comprenne exactement quelle était la relation de Lucas avec la fiducie, afin qu'elle ne puisse pas plaider l'ignorance à l'avenir. Nous pouvons fournir une documentation complète. Et quatrièmement, j'ai fait une pause. Je veux que des témoins soient présents lorsque nous aurons cette conversation. Des témoins. Les mêmes agentes immobilières qui l'ont entendu me traiter de fardeau hier. Elles devraient entendre la vérité, elles aussi. Maître Gauthier a posé son stylo. Jean, cela ressemble à une humiliation publique. Non, l'humiliation publique, c'est ce que Valérie m'a fait subir. Ceci est une éducation publique. Il y a une différence. Valérie m'a humilié pour se sentir puissante. J'éduque les gens pour prévenir de futurs malentendus. Maître Gauthier a réfléchi. Les agentes immobilières ne sont pas nécessaires pour le processus juridique. Mais elles sont nécessaires pour le processus social. Expliquez. Valérie a passé 2 mois à dire aux gens que je suis un vieil homme sans le sous-vivant de la charité familiale. Ces gens méritent de connaître la vérité. Et Valérie mérite d'entendre cette vérité devant les mêmes personnes à qui elle a menti. Exactement. Maître Gauthier a pris des notes sur son bloc-notes. Quand voulez-vous faire cela? Demain. Donnez à Valérie 24 heures pour profiter de ses suppositions. Et si elle refuse de nous rencontrer, nous lui ferons signifier les papiers sans explication et la laisserons se débrouiller. Maître Gauthier a sorti son agenda. Je peux avoir tout prêt pour demain 10 heures. Parfait. Où voulez-vous nous rencontrer? À l'agence immobilière de Valérie. Le comptoir immobilier. Sur la place du village, là où ses collègues pourront voir à quoi ressemble le respect. Maître Gauthier a levé les yeux de son agenda. Jean, j'exerce le droit depuis 30 ans. J'ai vu beaucoup de conflits familiaux. Il ne s'agit pas d'argent, n'est-ce pas?
Non. Il s'agit de manque de respect. Il s'agit de limites. Valérie doit apprendre qu'on ne peut pas maltraiter les gens simplement parce qu'on pense qu'ils sont impuissants. Et si elle avait été respectueuse depuis le début? Alors, nous aurions une conversation différente. Je lui aurais expliqué la situation en privé et l'aurais aidé à faire la transition vers l'indépendance. Mais elle n'a pas été respectueuse. Elle a été cruelle. Il y a une différence entre le deuil et la cruauté. Maître Gauthier a refermé les dossiers. Je passerai les appels cet après-midi. Merci. Jean. Oui. Pour ce que ça vaut, je pense que Lucas serait fier de la façon dont vous gérez cela. Je me suis levé et lui ai serré la main. Lucas m'a appris quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Que la force tranquille l'emporte toujours sur l'ignorance bruyante. C'était un garçon intelligent. Il a appris du meilleur professeur. Monique? Non. La vie. La vie lui a appris que le respect se gagne, il ne s'hérite pas. En quittant le cabinet d'avocat, j'ai pensé au calendrier de Valérie. Elle m'avait donné jusqu'au 15 novembre pour déménager. Demain, nous serions le 5 novembre. Elle était sur le point d'apprendre que certains délais sont à double tranchant. Et que certaines suppositions coûtent plus cher que ce que l'on peut se permettre de payer. L'homme silencieux était sur le point de parler. Et quand les hommes silencieux parlent enfin, les gens intelligents écoutent. Valérie était sur le point de découvrir à quel point elle était vraiment intelligente. Mardi matin à 10 h, Maître Gauthier et moi sommes entrés dans l'agence Le Comptoir Immobilier ou sur la place du village. Valérie était à son bureau, montrant des photos de maison à un jeune couple. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés et son visage est passé d'un sourire professionnel à de la confusion, puis à quelque chose approchant l'alarme. « Jean, qu'est-ce que vous faites ici? » « Nous devons parler, » ai-je dit calmement. « En privé. » Le jeune couple nous a regardés, sentant la tension. « Je suis avec des clients, » a dit Valérie, son sang-froid d'agente immobilière reprenant le dessus. « Est-ce que ça peut attendre? » « Non, » a dit Maître Gauthier en s'avançant. « Je suis Maître Anne Gauthier, avocate. Nous devons discuter de questions juridiques urgentes concernant la succession de votre défunt mari. » Les mots « avocate » et « questions juridiques » ont eu un effet immédiat. Le jeune couple a échangé des regards. « Peut-être devrions-nous reporter » a dit le mari. « Non, c'est bon » a dit Valérie rapidement. « Jean, pouvez-vous attendre dans la salle de conférence? J'arrive tout de suite. » « En fait, » a dit Maître Gauthier, « je pense que vos collègues devraient aussi entendre cela. » Le visage de Valérie est devenu blême. « Mes collègues? » Les 3 dames de dimanche. Je crois qu'elles planifient des rénovations basées sur certaines suppositions qui doivent être corrigées. Dans l'agence, les conversations se sont tues. D'autres agents faisaient semblant de travailler tout en écoutant clairement. « Jean, de quoi s'agit-il? » La voix de Valérie avait maintenant une pointe d'agressivité. « Il s'agit de la maison, » ai-je dit simplement. « Nous avons déjà discuté de la maison. » « Non, vous avez discuté de la maison. » « Moi, j'ai écouté. » Le couple de clients de Valérie reculait vers la porte. « Nous vous rappellerons sans faute pour reporter, » a dit la femme. « Attendez » a crié Valérie après eux, mais ils étaient déjà partis. L'agente blonde de dimanche, Chloé Girard je crois, s'est approchée prudemment. « Valérie, tout va bien? » « Tout va bien, » a dit Valérie d'une voix tendue. Jean a juste un peu de mal à accepter sa nouvelle situation de vie. En fait, a dit Maître Gauthier en ouvrant sa mallette, Jean a du mal à accepter son ancienne situation de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Maître Gauthier a sorti le premier dossier. Cela signifie que nous devons clarifier quelques malentendus sur la propriété foncière. Il n'y a pas de malentendu, a dit Valérie. J'ai hérité de la maison de Lucas. De quelle maison s'agit-il? A demandé Maître Gauthier. Le 4 allée des Oliviers. Et vous avez des documents prouvant cet héritage? Le testament de Lucas? Le testament de Lucas vous a légué ses biens personnels. Oui. Sa voiture, ses vêtements, ses effets personnels. Et sa maison. Lucas ne possédait pas de maison. Les mots sont tombés dans le bureau comme des pierres dans une eau calme. Toute conversation a cessé.
Que voulez-vous dire par « il ne possédait pas de maison » a demandé Valérie. Maître Gauthier a ouvert le dossier et a sorti l'acte de propriété. Le 4 allée des Oliviers est la propriété de Jean Dubois. Acheté le 15 mars 1987. Pas de cosignataire, pas de copropriété, pas d'hypothèque. C'est impossible. Voici l'acte de propriété. Valérie a arraché le papier et l'a lu. Son visage est passé du blême au blanc. Ça doit être faux, a-t-elle dit. Lucas a hérité de cette maison à la mort de Monique. Monique Dubois ne possédait aucun bien immobilier, a dit Maître Gauthier. Tout a été acheté par Jean Dubois avant leur mariage. Mais Lucas y a vécu toute sa vie. En tant que fils de Jean, dans la maison de Jean. Chloé et les autres agentes se rapprochaient maintenant, fascinées malgré elle. Je ne comprends pas, a dit Valérie. Lucas payait toutes les factures, les impôts, les charges, tout. Non, ai-je dit doucement. Lucas m'aidait à la maison. C'est moi qui payais toutes les factures. Ce n'est pas vrai. Maître Gauthier a sorti le deuxième dossier. Relevé de taxes foncières sur 37 ans, tous payés par Jean Dubois. Police d'assurance, a-t-elle continué en sortant des papiers, tout au nom de Jean Dubois. Facture de service public, relevé bancaire, contrat d'entretien, tous au nom de Jean Dubois. Valérie regardait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Ça n'a aucun sens, a-t-elle dit. Lucas avait de l'argent. Beaucoup d'argent. Il était ingénieur. Lucas était à l'aise parce que Jean s'assurait qu'il le soit, a dit Maître Gauthier. Qu'est-ce que ça veut dire? Maître Gauthier a sorti le troisième dossier. La fiducie familiale Jean et Monique Dubois. Solde actuel, 853 412 €. L'agence était maintenant complètement silencieuse. Lucas était un bénéficiaire de la fiducie de son vivant, a poursuivi Maître Gauthier. Jean a fourni un soutien financier pour les études de Lucas, son mariage, ses divers besoins. Vous dites que Jean soutenait Lucas? Je dis que Jean soutenait son fils avec ses propres ressources. Valérie s'est affaissée sur sa chaise de bureau. Mais Lucas m'a dit qu'il aidait Jean financièrement. Lucas aidait Jean sur le plan pratique. Les courses, le conduire à ses rendez-vous, le jardinage. Jean aidait Lucas financièrement. L'assurance vie, a dit soudainement Valérie. L'assurance vie de Lucas. C'est à moi. Maître Gauthier a sorti un autre papier. Le bénéficiaire de la police d'assurance vie de Lucas est la fiducie familiale Jean et Monique Dubois. Non. Si. Cet argent est à moi. Cet argent appartient à Jean. Valérie a regardé autour d'elle dans le bureau. Chaque agent la fixait. La femme qui avait été si confiante dimanche matin, si certaine de son héritage, si méprisante des protestations du vieil homme. Jean, a-t-elle dit, sa voix maintenant faible. Je ne savais pas. Vous n'avez pas demandé. Vous auriez pu me le dire. Vous auriez pu demander respectueusement. Maître Gauthier a refermé les dossiers. Valérie, vous avez 30 jours pour trouver un autre logement. 30 jours. Le même délai que vous avez donné à Jean. Mais où vais-je aller? Ce n'est plus le problème de Jean, a dit Maître Gauthier. Vous êtes une adulte capable avec une carrière. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Valérie m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. Du respect. Jean, je suis désolé. J'ai fait des suppositions. Oui, vous en avez fait. Pouvons-nous trouver un arrangement? Une sorte d'accord? J'ai considéré la question. Autour de nous, l'agence immobilière était parfaitement silencieuse. Valérie, le respect n'est pas négociable. Il ne l'a jamais été. Je le comprends maintenant. Vraiment? Oui. Bien. C'est le premier pas pour le regagner. Maître Gauthier et moi nous sommes dirigés vers la porte. Jean a appelé Valérie après moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je me suis retourné. Maintenant, vous apprenez ce que j'ai toujours su. Qu'est-ce que c'est? Que les gens silencieux ne sont pas des gens faibles. Nous sommes juste sélectifs quant au moment où nous utilisons nos voix. Et sur ce, nous sommes partis. Le silence derrière nous en disait long. Le jeudi matin,
Toute l'histoire s'était répandue dans la communauté immobilière de la région comme une traînée de poudre. Je le savais parce que Marie Durand, ma voisine depuis 37 ans, m'a apporté le café et les derniers potins. Jean, vous auriez dû voir Valérie au supermarché hier, a dit Marie en s'installant dans le vieux fauteuil de Monique à ma table de cuisine. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Comment ça? Eh bien, pour commencer, elle faisait ses courses dans le rayon des promotions. Valérie, qui n'achetait jamais rien qui ne soit de marque. Marie a remué son café pensivement. Et elle était seule. D'habitude, elle a ses amies agentes immobilières qui la suivent comme si elle était une sorte de célébrité. Peut-être qu'elles étaient occupées. Ou peut-être qu'elles gardent leur distance maintenant que la vérité est connue. Marie avait toujours été perspicace sur les dynamiques sociales. Quelle vérité? Ai-je demandé, bien que je la connaisse déjà. Qu'elle a passé 2 mois à vous traiter comme un cas social tout en prévoyant de dépenser de l'argent qui n'a jamais été le sien. Marie a secoué la tête. Les gens parlent, Jean. Et pas en bien de Valérie. Que disent-ils? Qu'elle a fait preuve d'un mauvais jugement. Qu'elle a fait des suppositions sur des finances sans faire ses devoirs. Et dans l'immobilier, les devoirs sont importants. Exactement. Son patron l'a convoquée pour une réunion hier après-midi. C'était une nouvelle pour moi. Comment le savez-vous? Parce que la fille de ma sœur travaille au comptoir immobilier. Elle a dit que tout le bureau bruissait de ce qui s'est passé mardi matin. Marie s'est penchée en avant d'un air conspirateur. Apparemment, 3 clients différents ont déjà demandé à être transférés à d'autres agents. Pourquoi? Parce que si Valérie ne peut pas savoir à qui appartient une maison dans laquelle elle a vécu pendant 8 ans, comment peut-on lui faire confiance pour leurs transactions immobilières? Je n'avais pas envisagé cet angle, mais c'était logique. L'immobilier reposait sur la confiance et la compétence. Valérie avait publiquement démontré un manque des deux. Il y a plus, a continué Marie. Vous savez, ce jeune couple avec qui elle avait rendez-vous quand vous êtes arrivé? Vaguement. Ils en ont parlé sur les réseaux sociaux. Quelque chose comme avoir évité de justesse une agente qui ne comprend pas le droit de la propriété. Ils ont posté ça avec des photos de l'agence et tout. Ça a reçu des centaines de j'aime. Les répercussions se propageaient plus vite que je ne l'avais prévu. Mon téléphone a sonné. Maître Gauthier. Jean, nous avons des développements. Bon ou mauvais? Cela dépend de votre point de vue. L'avocat de Valérie a appelé ce matin. Elle a engagé un avocat. Apparemment. Il voulait discuter d'un accord. Quel genre d'accord? Valérie aimerait rester dans la maison pendant 6 mois au lieu de 30 jours. Elle propose de payer un loyer. Combien de loyer? 1 000 € par mois. J'ai failli rire. Pour une maison valant 420 000 €? Le loyer du marché serait plus proche de 1800. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que nous considérerions des offres raisonnables. Et qu'est-ce qui est raisonnable? 1800 € par mois, premier et dernier mois d'avance, plus une caution égale à 1 mois de loyer. Donc 5 400 € d'avance. Correct. Si elle veut rester, elle paie le prix du marché comme n'importe quel autre locataire. Peut-elle se le permettre? Ce n'est pas notre problème. Mais son avocat semblait penser que cela pourrait être difficile étant donné sa situation actuelle. Après avoir raccroché, Marie étudiait mon visage. Valérie veut rester? A-t-elle demandé. Elle veut payer un loyer inférieur au marché pour rester. Et vous avez dit? J'ai dit qu'elle peut payer le loyer du marché comme n'importe qui d'autre. Marie a hoché la tête en signe d'approbation. C'est juste. Vendredi après-midi a amené un autre visiteur, un vieil ami d'université de Lucas, Léo Martin. Jean, je vous dois des excuses, a-t-il dit sur le pas de ma porte. Pourquoi? Pour avoir cru à la version de Valérie. Elle a dit à tout le monde que Lucas vous soutenait financièrement. Et vous l'avez cru? Oui. Et je suis désolé. J'aurais dû mieux savoir. Léo s'est agité, mal à l'aise. Le truc, c'est que Lucas a toujours parlé de sa fierté pour votre réussite, comment vous aviez construit cette maison, géré vos investissements, comment vous lui aviez appris la responsabilité financière. Alors, pourquoi avez-vous cru Valérie?
Parce que ça correspondait à ce que je m'attendais à voir. Un vieil homme, une femme décédée, un fils adulte qui aide. Ça semblait naturel. Encore des suppositions. Ouais. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup d'amis de Lucas ont fait la même supposition. Et maintenant, on se sent tous assez stupides, et on se demande ce que Valérie a bien pu déformer d'autres à propos de Lucas. C'était un développement intéressant. La crédibilité de Valérie s'effondrait dans plusieurs cercles sociaux. Samedi matin, Maître Gauthier a appelé avec la dernière mise à jour. L'avocat de Valérie a rappelé. Elle a dit qu'elle ne peut pas se permettre le loyer, donc elle déménage. Elle déménage. Mais il y a autre chose. Quoi? Elle quitte également le comptoir immobilier. Volontairement. Disons que c'est un accord mutuel. Donc, Valérie perdait sa maison et son travail dans la même semaine. Jean, je dois vous demander, est-ce que vous vous sentez mal à propos de tout ça? J'ai regardé ma cuisine, celle que Monique et moi avions conçue ensemble, celle que Valérie avait prévu de vider et de rénover. Maître Gauthier, Valérie a fait des choix. Elle a choisi d'être cruelle au lieu d'être gentille. Elle a choisi les suppositions au lieu des questions. Elle a choisi de m'humilier devant des étrangers. Et maintenant, elle fait face aux conséquences. Des conséquences naturelles. Je n'ai pas demandé son licenciement. Ce sont ses clients qui l'ont fait en demandant d'autres agents parce qu'ils ont perdu confiance en son jugement. Exactement. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la responsabilité. Et Valérie apprend que les actions ont des conséquences. C'est une leçon qu'elle aurait dû apprendre il y a des années. Dimanche matin, j'étais assis à l'église, pensant au pardon et aux limites. Ce n'étaient pas des choses opposées, ai-je réalisé. Elles étaient complémentaires. Je pouvais pardonner à Valérie ses suppositions et maintenir quand même des limites concernant le respect. Je pouvais pardonner sa cruauté et m'attendre quand même à ce qu'elle fasse face aux conséquences naturelles de ses choix. Le pardon ne signifiait pas faire comme si rien ne s'était passé. Cela signifiait accepter ce qui s'était passé et avancer avec sagesse. Valérie déménageait le week-end prochain, et j'avançais avec une nouvelle compréhension de ma propre force tranquille. Parfois, la meilleure leçon que l'on puisse enseigner à quelqu'un est de le laisser apprendre par lui-même. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans mon salon à lire le journal du dimanche quand on a sonné à la porte. Valérie se tenait sur mon porche avec un carton de déménagement dans les mains. « Bonjour, Jean. » Valérie. « J'ai trouvé des choses qui vous appartiennent. Des albums photos de quand Lucas était petit. Quelques fiches de recettes de Monique. » J'ai ouvert la porte plus grand. « Entrez. » Elle a posé le carton sur la table basse et a regardé la pièce qu'elle avait prévu de rénover. « Ça n'a pas changé, a-t-elle dit. » Pourquoi ça aurait changé? Je ne sais pas. Je suppose que je pensais que vous changeriez des choses après tout ça. Certaines choses n'ont pas besoin de changer. Nous sommes restés assis en silence un moment. Jean, je vous dois plus que des excuses. Vous ne me devez rien. Si. Je vous ai traité horriblement. J'ai fait des suppositions sur votre vie, vos finances, votre valeur. J'ai été cruel alors que j'aurais dû être reconnaissante. Et maintenant je comprends quelque chose que j'aurais dû comprendre depuis le début. Qu'est-ce que c'est? Que Lucas a appris ses valeurs de quelqu'un. Sa gentillesse, sa générosité, sa force tranquille. Il a appris tout ça de vous. J'ai hoché la tête. Lucas était un bon fils. Il l'était. Et vous étiez un bon père. Je ne pouvais simplement pas le voir parce que j'étais trop occupé à faire des suppositions. Nous faisons tous des suppositions, Valérie. La question est ce que nous faisons quand nous apprenons que nous avons tort. J'essaie d'apprendre de tout ça. Bien. J'ai trouvé un travail à Lyon. Nouveau départ, nouvelle ville. Peut-être que je pourrais faire mieux là-bas. J'espère que vous le pourrez. Elle s'est levée pour partir, puis s'est retournée. Jean, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Si j'avais été respectueuse depuis le début, si j'avais posé des questions au lieu de faire des exigences, les choses auraient-elles été différentes? J'y ai réfléchi. Probablement. Je vous aurais aidé à faire la transition vers l'indépendance,
je vous aurais donné le temps de trouver vos marques. Nous aurions peut-être trouvé un moyen d'honorer la mémoire de Lucas ensemble, au lieu de nous battre pour elle. Au lieu de nous battre pour elle. Valérie a pris son sac à main. Je suppose que le respect n'est vraiment pas négociable, n'est-ce pas? Non, il ne l'est pas. Merci de me l'avoir appris. Après son départ, j'ai ouvert le carton. Elle avait rapporté les photos de bébé de Lucas, les recettes manuscrites de Monique, de petits trésors qui s'étaient retrouvés entre de mauvaises mains. J'ai pensé aux 3 derniers mois, les funérailles, la confrontation, la résolution juridique, les conséquences naturelles. Valérie avait appris une leçon coûteuse sur les suppositions et le respect. Mais j'avais aussi appris quelque chose. J'avais appris que la force tranquille ne signifie pas l'acceptation silencieuse du manque de respect. J'avais appris que les limites ne sont pas des murs, ce sont des lignes directrices pour des relations saines. Plus important encore, j'avais appris que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est simplement de dire la vérité et de laisser les gens gérer les conséquences de leurs propres choix. Lucas aurait été fier de cette leçon. Monique aurait approuvé la manière discrète dont j'avais géré la situation. Et moi, j'étais en paix. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà été sous-estimé à cause de votre âge, de votre nature calme ou de votre style de vie humble, faites-le moi savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà eu à rappeler à quelqu'un que le respect ne s'hérite pas, il se gagne? Parfois, la meilleure réponse au manque de respect est simplement de leur prouver qu'ils ont tort. Et parfois, les personnes les plus puissantes dans la pièce sont celles qui n'ont rien à prouver du tout. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, le calme ne signifie pas la faiblesse. Cela signifie simplement être sélectif.